Il nous aura fallu 6 mois pour obtenir l'autorisation de les suivre. Vous ne verrez pas leur visage. C'est une équipe spécialisée de douaniers à l'œil aiguisé, la cellule de ciblage du fret. Ils traquent les colis suspects parmi les 2 500 000 tonnes de marchandises qui débarquent chaque année à Charles de Gaulle. Leur cible, la cocaïne, l'héroïne, la contrefaçon, mais aussi un nouveau trafic, très lucratif. Les œuvres d'art volées dans les pays en guerre. Là, on a ciblé une expédition en provenance d'un vol d'Afrique. On voudrait vérifier si ou non on est sur des pièces anciennes ou des pièces récentes. On n'a pas forcément tous les éléments sur l'expéditeur destinataire, donc on souhaite approfondir. Importer des objets anciens en provenance de zones de conflit, c'est illégal en France depuis 2016. On est sur de l'artisanat pur, là. C'est comme vous voulez, si vous voulez pousser au contrôle. Donc là, on a le détail des expéditions, tous les documents d'accompagnement, les certificats d'origine, les factures. C'est ce qui fait qu'on va contrôler les marchandises après ou non. La provenance au niveau du pays Bamako, Mali, d'accord, ça roule. Je veux bien que tu me ramènes la doc et on ouvre la caisse. Le Mali, un pays en guerre depuis plusieurs années, c'est ce qui intrigue les agents. En fait, c'est une peau, c'est de la peau de bœuf. Fausse alerte, cet instrument aux airs d'antiquité et de fabrication récente. On a une attention particulière sur toutes les zones de conflit. Il est indispensable de faire un contrôle physique pour s'assurer par rapport à quelques éléments que nous avons de reconnaissance sur les pièces, le caractère ancien ou non d'une pièce. Dès qu'on a un doute, on va bloquer cette pièce et on va se rapprocher d'experts. L'an dernier, la cellule a intercepté plus de 65 antiquités. En attendant la fin de l'enquête, il les stocke ici, dans la salle des saisies de la douane. Un hangar caché quelque part dans l'aéroport. Ces pierres sculptées sont très prisées par les galeries d'art et les collectionneurs. Alors en fait, il s'agit de monolithes en provenance de la région nord-ouest du Cameroun. On est sur des pièces qui ont plusieurs siècles. En termes de valeur, on estime à plusieurs milliers d'euros. La priorité des douaniers, mettre la main sur les antiquités pillées au Proche et Moyen-Orient, dans les zones contrôlées il y a encore quelques mois par l'État islamique. Le trésor de guerre de Daesh. Ces plaques sculptées, saisies par la douane en 2016, viennent de Syrie. Elles devaient être revendues en Asie. Au moment du contrôle physique, donc, on découvre une caisse en bois qui était déclarée pièce de jardin, ornement de jardin. Et là, en revanche, à l'ouverture, on se rend compte qu'on est sur des pièces qui sont plutôt anciennes, du marbre, estimées entre le XIVe et le XVIe siècle. Vraiment d'une qualité exceptionnelle, tout simplement parce qu'elles sont intactes. Soumises à des experts, elles ont été estimées à 250 000 €. On peut rapprocher ce pillage, compte tenu de la période et compte tenu de la dissimulation, certainement sur un pillage pour financer des activités terroristes. Aujourd'hui, le trafic de biens culturels est un mode de financement pour les organisations criminelles terroristes. On les surnomme les antiquités de sang. Au Proche et Moyen-Orient, la guerre n'a pas seulement provoqué des dizaines de milliers de morts. Elle a nourri un juteux trafic qui a financé l'État islamique. Pour cette statue féminine, on voit un stuc. Nous sommes à 1500, 1600. Et sur lequel aujourd'hui, collectionneurs et antiquaires ferment les yeux. Une fois, adjugé 23 000 au fond. Un business illégal estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Cette statue, saisie à Londres par la douane, devait être vendue 1,5 million d'euros. Celle-ci était proposée à 250 000 € lorsqu'elle a été interceptée par la police aux États-Unis. Pour mettre un terme à ce trafic, des étudiants en archéologie prêtent main forte aux policiers.
Comment se fait-il qu'une œuvre apparaisse sur le marché de l'art européen en plein milieu de la guerre sans que personne ne s'alerte, sans que personne ne dise quoi que ce soit, sans même que les maisons de vente ne réagissent? Des villes antiques de Libye, massivement pillées. Quelqu'un a creusé ici. Cette tombe a été fouillée. Aux galeries d'art parisiennes, jusqu'aux collectionneurs sur Internet. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a des choses en particulier qui vous intéressent? Pendant un an, nous avons remonté la piste des trafiquants d'art. Sur Internet, nous avons infiltré les groupes de discussion où pilleurs et intermédiaires s'échangent des objets précieux en toute clandestinité. Comment ces œuvres passent-elles les frontières? Certains marchands d'art sont-ils complices de financement du terrorisme? Vous avez vendu des objets en provenance de Libye, un pays en guerre. C'est faux. Mais des experts l'ont certifié. Non, pas du tout. Et éteignez cette caméra. Arrêtez de filmer. C'était l'événement culturel de la rentrée. Une exposition prestigieuse dans le château de Fontainebleau. Un décor royal pour des œuvres d'art uniques, évaluées à des dizaines de milliers d'euros. La sécurité a été renforcée pour l'occasion. Toutes ces pièces sont issues de la collection privée d'un millionnaire qatari, Cheikh Ahmad Al Thani, cousin du prince du Qatar. Ce richissime collectionneur a financé la rénovation des lustres de la salle de bal. Mais un objet attire notre attention, ce bouquetin, vieux de plus de 2000 ans. Il provient d'Arabie du Sud, le Yémen antique, un pays en guerre. Nous vérifions dans le catalogue. Il n'a été exposé qu'une seule fois, à Pékin, dans la même collection Al Thani. Aucune mention d'un précédent propriétaire. Cela n'a pas l'air de gêner le conservateur du château de Fontainebleau. C'était une opportunité effectivement unique de pouvoir présenter ces pièces qui ne sont pas connues du public. C'est un bouquetin, l'inscription nous dit qu'il aurait été offert par une communauté de marchands. Ça vient probablement de trouvailles archéologiques. Et ça devait être placé à l'entrée d'un temple comme une sorte d'offrande. Une belle trouvaille en effet. Ce bouquetin pourrait-il provenir d'un pillage? Le conservateur dit avoir vérifié sa provenance. J'ai travaillé avec le conservateur de la collection Al Thani. Moi, je me suis reposé effectivement sur la documentation qui m'a été fournie par le conservateur de la collection. Pourtant, le conservateur et les responsables de Fontainebleau avaient bel et bien été alertés sur ce bouquetin. Un archéologue du CNRS, Jérémy Chitekat, les avait prévenus de son origine douteuse. Il leur avait même envoyé ce mail la veille de l'inauguration dans le château. Je tenais à vous avertir que plusieurs objets de cette collection proviennent incontestablement de pillages archéologiques réalisés ces 15 dernières années au Yémen, en particulier un bouquetin en bronze. Ce bouquetin, il vient d'un site antique qui s'appelle Mariama, qui est précisément localisé dans une vallée qui se trouve au centre du Yémen actuel. Il n'y a jamais eu de fouilles archéologiques pour des raisons de sécurité. Les missions ne pouvaient pas y pénétrer sans courir le risque d'enlèvement. Voici les ruines de la ville d'où provient le bouquetin. Ces photos ont été prises par un archéologue yéménite, le seul qui ait pu se rendre sur place. Donc on peut voir ici que le temple du site de Mariama a fait l'objet de fouilles clandestines. Alors il est difficile de dater le moment où ces fouilles clandestines ont été réalisées, évidemment. La situation chaotique du Yémen a favorisé l'augmentation de ce pillage. Ce trou, profond d'une dizaine de mètres,
a permis aux pilleurs d'accéder au temple dans lequel se trouvait le bouquetin. On aperçoit même encore les seaux qu'ils utilisaient pour déblayer la terre. Malgré les avertissements du chercheur, le château de Fontainebleau l'a quand même exposé. Toujours est-il qu'il en a été informé, en tout cas au cours du déroulé de l'exposition, et qu'à partir de là, en tout cas, l'exposition a suivi son cours jusqu'à la clôture. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, et les objets continuent à circuler, à être exposés en d'autres places, sans que ça ne gêne personne. Les responsables de la collection Al-Thani savent-ils que leur bouquetin a été pillé ? Un an plus tard, nous l'avons retrouvé à Tokyo, place forte du marché de l'art international. Le musée national organise le vernissage de la collection Al-Thani. La presse a été conviée, et parmi les pièces exposées, notre fameux bouquetin. Voici Amin Jaffer, le conservateur de la collection Al-Thani, chargé des acquisitions, toujours accompagné de son responsable des relations publiques. Cheikh Ahmad incarne l'esprit du véritable collectionneur. Son Altesse acquiert les objets un peu partout, toujours auprès de vendeurs sérieux, parfois en achetant directement dans des collections privées, souvent dans des ventes aux enchères. Je vous propose de continuer par là. Cette partie de l'exposition parle de la nature et des animaux. Et vous n'avez aucun doute sur l'origine de cet animal ? Il ne provient pas d'un site qui a été pillé ? Nous allons étudier toutes les informations que vous voudrez bien nous fournir. Mais je ne souhaite pas avoir cette conversation ici. Et comment l'avez-vous acquis ? Je ne souhaite pas répondre à ces questions devant une caméra. Nous pouvons en discuter, mais en privé. Avez-vous ces informations sur l'origine du bouquetin ? Je ne les ai pas. Mais je sais que tout est acheté dans le respect des règles. Ces œuvres ont fait l'objet de publications avant d'être exposées par un expert reconnu. Donc je vais me renseigner. Veuillez éteindre votre caméra, s'il vous plaît. En France, la collection Al-Thani ne sera pas inquiétée, car il existe une faille juridique. En démontrant qu'on a acheté une œuvre à quelqu'un d'autre, même si elle a été pillée, cela évite des poursuites judiciaires. Il suffit de produire une facture pour prouver sa bonne foi. Une fois présentée dans un musée réputé, une antiquité pillée devient respectable. Elle se revend plus facilement. D'exposition en galerie d'art, l'œuvre passe de main en main et devient alors de plus en plus difficile à identifier. Mais ce n'est pas totalement impossible. Grâce à leur savoir, deux hommes sont en train de faire trembler le monde de l'art. Vincent Michel, professeur en archéologie antique, et Morgan Belzic, étudiant en doctorat. Ce sont des archéo-enquêteurs. Leur spécialité, la recherche d'objets pillés, revendus dans les galeries et sur Internet. Vincent Michel est en train de former une armée d'étudiants venus du monde entier. Lorsqu'on est collectionneur, on veut la pièce unique. On veut celle que les autres n'ont pas. Mais vous voyez qu'il y a un troisième élément. Il espère faire naître des vocations de lanceurs d'alerte. Sensibiliser votre action, en fait. Le juge, il n'a pas que ça à faire. L'enquêteur, il n'a pas que ça à faire. Donc s'il n'y a personne qui dit « mais attendez, c'est pas simplement des biens culturels, mais que derrière se cachent beaucoup d'infractions », c'est vraiment le rôle, encore une fois, de ce séminaire, de faire de vous des alerteurs. Vous voyez la responsabilité que vous avez. Vous voyez ? Bon. On fait une pause. Morgan, tu vas bien ? Et voici son meilleur élément. Ensemble, ils sont régulièrement sollicités comme experts par les douanes et la police. La spécialité de Morgan Belzic, les bustes et statues en provenance de Libye, en guerre depuis 2011. Elles se vendent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros.
sans acheteur, pas de vendeur. C'est tout. Donc à partir du moment où il y a potentiellement de l'argent à se faire, il y a des trafiquants. C'est plutôt justement des objets provenant donc, des territoires en guerre. L'urgence, elle est là. C'est très clair, c'est qu'on a des zones archéologiques qui sont vidées littéralement de tous les objets. C'est un travail de fourmi, d'autant qu'il n'y a pas une semaine sans qu'une œuvre de Libye, par exemple, arrive sur le marché de l'art au milieu de centaines d'autres pièces. Ce matin, départ pour Bruxelles. Entre deux cours à l'université, Morgan mène l'enquête chez les antiquaires européens. C'est vraiment une course contre la montre. En une semaine de temps, l'œuvre peut changer 3 fois de pays et disparaître corps et âme. Comment prouver qu'une antiquité a été pillée ? Les statues libyennes, elles, ont un avantage. Elles se ressemblent toutes. Même forme, même silhouette voilée. Et un détail supplémentaire. Ce sont ces taches rouges. La couleur de la terre, dans laquelle elles ont passé plus de 2000 ans. On a ce qu'on appelle la terra rossa, qui va imprégner le marbre de manière quasiment définitive. Toutes celles-ci viennent de Libye, sans aucune exception et sans aucun doute. L'étudiant collabore avec les polices européennes. Son aide est cruciale. Ces informations ont permis la saisie de plus d'une dizaine d'antiquités, en Europe et aux États-Unis. S'il a choisi de venir à Bruxelles, c'est parce que la ville est devenue une plaque tournante du trafic d'art. La législation y est beaucoup plus souple qu'en France. On va se diriger vers les principales galeries d'antiquités pour aller voir un petit peu ce qu'ils sont en train de vendre en ce moment et voir si on repérerait pas justement des œuvres qui m'intéresseraient. Les antiquaires sont tous situés dans le quartier chic des Sablons. Plusieurs galeries ont été perquisitionnées ces derniers mois par la police belge, soupçonnées de vendre des objets en provenance de pays en guerre, notamment la Libye. Cette boutique attire son attention. En vitrine, ce buste, avec des traces rouges. À partir de là, nous filmons en caméra cachée pour ne pas attirer l'attention du vendeur. Effectivement. Donc ces bustes, ils viendraient de Libye. Sans aucun doute. Pour en savoir davantage, nous nous faisons passer pour des acheteurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, nous on cherche un beau cadeau pour notre grand-père en fait, qui collectionne depuis des années quoi. Bon, on n'y connaît pas grand-chose, enfin un petit peu quand même. Regardez un petit peu la finesse de ça. Ah oui, c'est incroyable. Hein? Voici le buste en marbre, repéré par Morgan. Il est en vente pour 9 500 €. Et les marques comme ça de rouge, ça vient d'où? Le style de le sol, certainement, ouais. Ça part pas, ça. D'accord. Ah oui. C'est dans la pierre. Aucune mention de l'origine libyenne. Et il nous propose cet autre buste, lui aussi taché de rouge. Ça, vous dites ça viendrait d'Égypte, quoi. Oui. Et celle-là, elle viendrait d'où, vous savez? Celle-ci doit être Moyen-Orient. D'accord. Et celle-ci, vous l'avez? Le Moyen-Orient, c'est vaste. La loi l'oblige pourtant à se renseigner sur la provenance exacte de ces antiquités. L'homme semble un peu pressé de vendre son buste. Il est prêt à baisser son prix de 1 000 €. Celle-ci, au lieu de 9 500, je pourrais la faire à 8 500. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Hein. On vous tient au courant alors. L'antiquaire est-il de bonne foi? Ces bustes peuvent-ils venir d'Égypte ou du Moyen-Orient comme il le prétend? C'est absurde, ça peut pas venir de Moyen-Orient, ça peut pas venir d'Égypte, ça n'existe que en Cyrénaïque. C'est des sculptures qui effectivement sont libyennes, sans aucun doute, qui proviennent toutes les deux donc de la partie est de la Libye. Le deuxième buste, celui à la mâchoire cassée, lui paraît particulièrement suspect.
Il l'a déjà vue dans une vente aux enchères. Celle-ci, par exemple, je la vois apparaître dans un catalogue de vente en plein milieu de la guerre en 2014 au Royaume-Uni. Comment se fait-il qu'une œuvre apparaisse sur le marché de l'art européen en plein milieu de la guerre sans que personne ne s'alerte, sans que personne ne dise quoi que ce soit, sans même que les maisons de vente ne réagissent? Ça pose, au-delà même du problème de la légalité, un problème d'éthique pour le marché de l'art. Comment ces bustes ont-ils pu sortir de Libye ? Benghazi, à l'est du pays. La ville a été ravagée par les combats contre l'État islamique. En remontant la côte, nous découvrons les ruines d'une époque bien plus ancienne. Les vestiges du monde gréco-romain. Les habitants s'y promènent comme dans un musée à ciel ouvert. Certains sites sont gardés, d'autres pas du tout. Pour trouver un trésor, il suffit de se baisser et de connaître le bon spot. La plongée sous-marine, c'est le passe-temps favori de Saad. Lui aussi est étudiant en archéologie. Il s'est donné pour mission de sauver les œuvres antiques du pillage. Dans ce port submergé vieux de 2000 ans, on trouve de tout. Des bustes en marbre comme celui-ci. Impossible à déplacer, il pèse plus de 100 kilos. Et des amphores brisés par dizaines. Il y en a beaucoup, mais les pilleurs ne sont pas intéressés par ce genre d'objet. Je pense que les pilleurs ont tort de vendre notre patrimoine, et peu importe la somme qu'ils peuvent gagner. Ces objets ont plus de valeur dans nos musées que dans les galeries des antiquaires et les salles de vente. Avec un peu de patience, voici aussi ce que l'on trouve. Des têtes de statues, comme celle-ci. Elle gît au fond de l'eau depuis 2000 ans. Je trouve souvent ce genre d'objet ici, mais je veux que personne ne nous voie. Ça se vend facilement ici. On a eu de la chance. Si des habitants le repèrent avec sa trouvaille, il craint que la zone soit pillée. Il faut qu'on soit très discret. Je la cache pour que personne ne la voie. Sinon, les gens vont aller explorer la zone pour en chercher d'autres. Ça vaut une fortune, ce genre d'objet. Ici, un pilleur peut espérer en tirer 500 €. Mais une fois de l'autre côté de la Méditerranée, un buste comme celui-ci sera revendu plus de 10 000 €, 20 fois plus cher. Saad met à l'abri tous les objets qu'il trouve. Il les confie au directeur du musée local. Ce coffre contient les objets que l'étudiant a réussi à récupérer ces dernières années. On a peur des cambriolages. On en a déjà eu un ici. Les gars sont entrés par cette fenêtre. Ils ont essayé de percer le coffre, mais ils n'ont pas réussi. Alors ils ont forcé la porte. Et ils ont volé 4 pièces maîtresses du musée. Tu te souviens des objets en céramique? On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. À l'est de la Libye, une ville attire tout particulièrement les pilleurs. Cyrène, surnommée l'Athènes d'Afrique. Les plus belles statues viennent de cette immense ville antique.
qui s'étend sur des kilomètres à la ronde. Des temples, des amphithéâtres et un cimetière aussi grand que la surface de Paris. Les habitants construisent parfois leurs maisons sur les ruines antiques. C'est dans les tombes que les pilleurs trouvent les plus beaux objets. Une chasse au trésor que la police tente en vain de contrôler. Le major Chahat organise des patrouilles quotidiennes. Il dirige la police du patrimoine. On se dirige vers la nécropole nord. Nous allons vérifier s'il y a des fouilles clandestines. Son unité ne compte qu'une trentaine d'hommes, tous motivés, mais en nombre insuffisant. Regardez, chef. Ce sont des tombes ensevelies. Regardez, quelqu'un a creusé ici, à l'intérieur. Cette tombe a été pillée, c'est clair. Ça a eu lieu récemment. À l'intérieur, il y a plusieurs tombeaux, au moins 3. Le pilleur a tranquillement creusé à l'intérieur. Il a dégagé la terre à l'extérieur par ce trou. Il a même pu travailler durant la journée. Impossible de le voir de l'extérieur. Il avait certainement un complice qui guettait depuis le haut de la colline, au cas où la police arrive. Ils peuvent s'enfuir facilement car ils connaissent les lieux. Impuissants, les policiers trouvent des tombes éventrées tous les jours. Impossible d'arrêter les pilleurs en flagrant délit. La zone est bien trop vaste. Avant, le pillage se limitait à la recherche de pièces d'or. Les autres objets n'avaient pas grande valeur. Maintenant, ils valent tous très cher. Les poteries, les bustes ont beaucoup plus de valeur que les pièces de monnaie. À l'époque, les pilleurs les laissaient de côté. Maintenant, ils viennent les récupérer. Nous avons vraiment besoin d'une surveillance avec des drones. Il nous faut vraiment ces nouvelles technologies. Sinon, on ne peut pas contrôler ce genre d'endroit difficile d'accès. C'est compliqué de faire des patrouilles régulières ici. Le pillage, l'État islamique en a fait son arme de guerre lorsqu'il dominait la région de 2013 à 2018. À l'époque, de violents combats l'opposent à l'armée libyenne de l'Est. Dans ses vidéos de propagande, Daesh filme ses hommes en mission suicide. Les terroristes se vantent aussi de détruire les sites antiques. Mais ce dont ils ne parlent pas, c'est du trafic d'œuvres d'art qu'ils organisent à grande échelle. Younis Ali est le directeur du musée de la ville de Derna, contrôlé par l'État islamique jusqu'à l'été 2018. Il a risqué sa vie en cachant chez lui les pièces les plus précieuses, estimées au marché noir à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voici les objets que j'ai réussi à sortir du musée. Cette statue, ils lui ont juste cassé la base. Mais je sais qu'ils voulaient la vendre. Ils ont essayé de voler tellement d'objets. Il a sauvé 85 pièces, de nombreux bustes et statues. Ce matin, il retrouve pour la première fois ses collègues de Cyrène. Ils m'ont dit qu'ils allaient me juger pour avoir volé les objets et que si j'étais jugé coupable, ils appliqueraient la charia. Leur punition pour ce genre de crime, c'est soit une main coupée, soit le fouet sur la place publique. Cela peut aller jusqu'à la mort. Interrogé à plusieurs reprises par le tribunal, il a refusé de livrer l'emplacement des pièces.
Pendant un an, il a vécu sous la pression permanente des hommes de Daesh. Une fois c'était « Allô, ramène les objets ». Une autre fois « On va te tuer, on va kidnapper tes frères ». Les menaces ne s'arrêtaient jamais. J'ai eu peur qu'ils fassent une descente chez moi. Alors j'ai appelé des cousins et des amis et j'ai ramené toutes sortes d'armes. Je leur ai demandé de rester en alerte chez moi. J'avais reçu des menaces de mort, alors quitte à mourir, je me suis dit qu'il valait mieux avoir une belle fin. Selon les autorités libyennes, l'État islamique s'est financé grâce à des milliers d'antiquités. À qui les a-t-il vendus ? Une équipe de policiers espagnols soupçonne un lien direct entre Daesh et un marchand d'art catalan. Voici Fernando Porcel, commandant de la brigade du patrimoine. Il est venu jusqu'à Tripoli pour entendre des témoins clés. Tous les objets sur lesquels nous enquêtons proviennent d'une zone très précise de Libye, la Cyrénaïque. Voici une des pièces que nous avons saisies. Cette tête était enveloppée dans une couverture. Quelques mois plus tôt, il a perquisitionné cette galerie d'art à Barcelone. Des dizaines d'objets exceptionnels ont été saisis. Ces statues ont été estimées entre 50 et 100 000 euros. Nous sommes venus en Libye à la recherche de preuves, de témoignages, qui nous aident à comprendre et à accélérer notre enquête sur le financement du terrorisme. La région était totalement dominée par Daesh. Dans un site qu'ils contrôlent, rien ne circule sans leur autorisation. Placé en garde à vue, l'antiquaire espagnol a été accusé de financement du terrorisme. Une première en Europe. Notre enquête a commencé car nous avons détecté plusieurs permis d'exportation demandés par cet antiquaire de Barcelone, très connu dans le milieu de l'art. Il exposait de nombreux objets en provenance de Libye et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Qui est cet antiquaire barcelonais soupçonné d'avoir acheté des œuvres d'art via un groupe terroriste? Jaume Bago, 32 ans, un marchand respecté dans le milieu, réputé pour les objets rares qu'il propose à la vente. Parmi les 30 000 mails interceptés, les policiers espagnols ont analysé les conversations entre Jaume Bago et son intermédiaire chargé d'acheter les antiquités en Libye. C'était en 2015, à l'époque où l'État islamique contrôlait la région. Ces marques-là, ce serait dû au transport. Sûrement le frottement contre du métal ou même un pneu. Dans les mails, l'équipe de Fernando Porcel découvre comment l'antiquaire catalan et son intermédiaire blanchissent les œuvres pillées. Exemple, avec ce buste, acheté 30 000 euros. Mets sur la facture une faible valeur. Tête en marbre, vieille de plus de 100 ans, 500 euros. Puis, à la demande de l'antiquaire, son complice fabrique une nouvelle histoire au buste libyen. J'ai besoin que tu écrives sur la facture « Provenance, collection privée antérieure à 1970 ». C'est pour faciliter le passage à la douane. Merci. Il lui demande de mettre sur la facture que la tête provient d'une ancienne collection, d'avant les années 70, alors qu'il l'a achetée en 2015, comme c'est écrit ici. Voici la tête, au moment où elle a été achetée par l'intermédiaire, qui se trouve dans les Émirats arabes unis. Et là, le même objet quelques mois plus tard, mais restauré, dans le catalogue de l'antiquaire. À l'issue de sa garde à vue, l'antiquaire a été remis en liberté, sous caution.
il nie en bloc ces accusations. Tout va se jouer au procès. Et on verra à ce moment-là si on a réussi ou pas. Mais nous avons fait un grand pas en avant. Parce que c'est la première fois au monde qu'un procès va se tenir pour trafic d'antiquités et financement du terrorisme. Le procès n'aura pas lieu avant plusieurs mois. En attendant, l'antiquaire catalan a repris ses affaires. Nous sommes allés à sa rencontre lors de l'ouverture de la Foire de l'Art à Madrid. Son stand est le plus vaste. Il est à peine midi et déjà les clients affluent. Il n'a jamais donné d'interview à la télévision sur cette affaire. Alors nous prétextons un reportage sur le marché de l'art et il se laisse convaincre. J'ai commencé en collectionnant les pièces romaines quand j'avais 10 ans. J'ai consacré toute ma vie aux antiquités. Vous faites face à des accusations graves. Elles sont totalement infondées. Vous êtes accusé de financement du terrorisme. C'est stupide. Mais vous vendiez des objets en provenance de Libye, pays en guerre. C'est faux. Ce n'est pas vrai? Non, pas du tout. Mais des experts ont certifié que les objets venaient de Libye. Ce n'est pas le cas. Mais alors comment justifiez-vous cela? J'ai prouvé la provenance des pièces, il y aura un procès, je suis sûr qu'on me donnera raison. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait autrement. En revanche, on peut continuer à discuter, mais arrêtez de filmer là. S'il vous plaît, éteignez cette caméra. Comme lui, d'autres marchands d'art européens sont soupçonnés de blanchir des œuvres pillées en Libye et de les revendre. Mais comment parviennent-ils à les faire entrer en Europe, en toute discrétion? Quelles sont les routes empruntées par les trafiquants d'art? Nous avons obtenu les confidences de 2 policiers libyens. Selon leurs informations, les antiquités passent en contrebande à travers le désert. Ils utilisent une tribu spécialisée dans la contrebande. Elle fait passer les antiquités par les postes frontaliers. On a suivi l'acheminement de ces objets depuis leur départ de Cyrène en Libye jusqu'en Égypte. La région où se fait les ventes, c'est dans le désert, au niveau de l'oasis de Siwa. Ensuite, ça part vers le Sinaï pour arriver en Israël. D'Israël, elles sont réexpédiées vers les Émirats arabes unis ou la Jordanie. Puis les 2 experts perdent la trace des antiquités pillées. Seule certitude, les contacts entre trafiquants et acheteurs se nouent sur les réseaux sociaux. Pour payer le transport et pour se faire plus d'argent, les pilleurs, les trafiquants locaux commencent à chercher directement des clients étrangers sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour avoir des offres plus intéressantes. Nous avons donc créé un faux profil de collectionneur sur Facebook. Henri. Et nous avons infiltré les groupes privés de pilleurs et de revendeurs. Rapidement, Henri s'est fait de très nombreux amis. Basés en Libye, en Syrie et en Irak, les trafiquants partagent des vidéos de leur chasse au trésor et des astuces pour s'emparer des plus belles pièces. Ici, un schéma pour repérer l'emplacement d'une tombe. Là, des conseils sur le matériel à utiliser, des détecteurs de métaux dernier cri. Nous prenons contact avec certains d'entre eux. Tous parlent arabe, mais avec l'outil de traduction en ligne, c'est très facile. Cet Irakien se prétend courtier.
ils vendent des antiquités du Moyen-Orient, comme cette statuette en provenance de Syrie. Un objet exceptionnel, vieux de 4000 ans d'après les archéologues que nous avons contactés. Ils nous la proposent à $10 000. Si vous aimez la statue, je peux vous aider à entrer illégalement du territoire turc au territoire syrien. Vous entrez en Turquie et venez à la frontière syro-turque. Je communique avec des personnes qui vous font entrer illégalement dans la province d'Idlib. Je ne m'attends pas à ce que les coûts d'entrée et de sortie s'élèvent à plus de $5 000. Nous en resterons là. Transporté dans une valise, ce type de statuette peut voyager discrètement. De Turquie jusqu'à Paris, indétectable. C'est là que Morgan Belzik intervient. L'étudiant en archéologie est devenu l'un des experts de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. La police de l'art. Son patron, le colonel Didier Berger, a exceptionnellement accepté notre caméra dans son service. Ce qui a été saisi en Égypte, d'un seul coup, cette sculpture provenant de la nécropole de Cyrène, fraîche, avec de la terre qui colle encore aux doigts, qui est dans un container à destination de l'Asie. Comme dans l'affaire catalane, les enquêteurs français traquent les faux pédigrés. Car pour brouiller les pistes, les trafiquants inventent un passé aux œuvres d'art, des ventes imaginaires. Morgan a mis au point ce logiciel pour les aider. Pour chaque objet en provenance de Libye, il recensera à terme toutes les ventes sur les 150 dernières années. Donc voilà ce que ça donne. Il y a une sorte de cartographie au début qui permet, par exemple, pour un objet comme celui-ci, de voir où est-ce qu'il a été produit. Ouais, c'est fabuleux, ça. Où est-ce qu'il a été vendu, avec le numéro du lot, la vente, le prix, l'acheteur. Et où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui. C'est un travail énorme que vous avez. Et c'est la clé de voûte de la lutte contre le trafic. C'est ça. Et de tous les trafics. De tous les trafics. Si un vendeur s'amuse à dire que ça vient de telle collection, nous, on a les capacités de vérifier. Quand ça arrive en Europe, l'objet commence à être blanchi, propre, avec des documents. Voilà. Et puis, ça arrive en Europe, ça circule de vendeur en vendeur, de professionnel en professionnel très rapidement pour finir. Le but suprême, c'est de finir dans une salle des ventes où là, ça va faire le prix maximum. Le colonel Berger s'appuie sur 26 policiers. Des moyens dérisoires face à l'ampleur du trafic. Voici leur dernière grosse saisie. Elle date de 2016. Ah oui ? Cette statue libyenne, interceptée alors qu'elle allait être revendue en Belgique. Et effectivement, il y a des phénomènes d'érosion qui sont un peu bizarres. Alors, est-ce que c'est un frottement ? Est-ce que c'est un liquide qui a été employé pour... Là, de toute façon, ça a été déterré, tout ça. C'était estimé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais ça peut monter à bien plus, et c'était estimé assez récemment. C'est un moment assez rare dans une carrière de pouvoir travailler sur des objets d'une telle beauté artistique. Mais aujourd'hui, Didier Berger et son équipe font face à un nouveau profil de trafiquants, de petits revendeurs sur Internet. La demande est de plus en plus forte, et Internet notamment facilite le trafic sur des objets d'une valeur relativement peu importante. On a tendance à observer que les objets en vente sont d'une valeur inférieure à 4 ou 5 000 euros. C'est une délinquance silencieuse, astucieuse et silencieuse. Sur les sites de vente en ligne, on peut dénicher de très belles antiquités. Beaucoup de petits objets, faciles à transporter et à dissimuler. Il y en a pour tous les budgets. Comme ce petit chariot, en provenance de Syrie, proposé pour moins de 1 200 €. Sur la même page,
le vendeur propose des dizaines d'autres objets issus du Moyen-Orient. Nous avons retrouvé ses coordonnées. Il vit dans le Nord-Pas-de-Calais et possède une entreprise de service à la personne. Nous avons pris rendez-vous en nous faisant passer pour des acheteurs. Bonjour monsieur. Bonjour, vous avez trouvé facilement? Ouais. Vous allez bien? Bonjour. Il y a des choses en particulier qui vous intéressaient ou... On avait vu ce qui ressemblait à des chariots, un peu comme ça. Ah oui, j'ai sorti celui-là tout à l'heure, sinon les autres. Vous en avez combien Vous avez 2 pièces je sais pas, 1000, 2000. 1000 ou 2000 pièces, vous dites? Oui. Et alors du coup, pour ces petits chariots là qui étaient, vous disiez, à 1250 sur eBay, si on vous l'achetait directement... Moi je peux faire 20%, dites-moi celui qui vous intéresserait. Celui-là, si je le mettais en vente, 200 € de plus. Alors il sera 1430. C'est le prix réduction comprise. Faut juste prendre une petite photo. Oui, allez-y. L'homme vend des dizaines d'antiquités par mois sur Internet. Certaines seraient-elles issues de pillages. Souvenez-vous, en France, l'importation d'antiquités en provenance de pays en conflit est interdite depuis 2016. Et ça vient d'où par exemple? On va dire Syrie, Irak ou... La région était assez grande à l'époque. Et vous les avez acquises il y a un moment? Ou enfin, vous vous rappelez quand? Il y a 6 mois. Ah, il y a 6 mois, c'est tout récent. Comment vous avez réussi à mettre la main dessus, quoi? Je cherche beaucoup. Après, avec le temps, j'ai un petit peu mes contacts et mes liens, entre guillemets. Maintenant, l'historique et savoir à qui ça a appartenu avant, ça, je n'ai pas ces éléments. C'est flou, mais le vendeur tient à nous rassurer. Même si l'objet est d'origine suspecte, une simple facture sera la preuve en cas de contrôle qu'on l'a acheté en toute bonne foi. Cela suffit pour éviter des poursuites judiciaires. Moi, je peux vous faire une note et puis je vous envoie une facture avec un certificat d'authenticité illustré, quoi. D'accord. Et du coup, si nous, on a une facture, avec ça, il n'y a plus de problème, quoi. Ah oui. Personne ne pose la question de savoir depuis quand est-ce que c'est sorti du pays. Ouais, vous pouvez même sortir de France avec... Merci. Bon, puis belle collection, hein. Chapeau. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Nous n'étions pas les seuls à nous intéresser à ce revendeur. La police l'avait placé sous surveillance depuis plusieurs mois. Peu de temps après notre visite, sa maison a été perquisitionnée. L'enquête devra déterminer s'il a bel et bien vendu des antiquités pillées en Irak et en Syrie, et si elles ont permis de financer des groupes terroristes. Mais que faire de ces antiquités de sang une fois saisies? Impossible de les rapatrier dans leur pays d'origine à cause de la guerre. Les œuvres les plus précieuses sont gardées dans un lieu tenu secret, au cœur de Paris. Je suis pas sûr qu'il y ait quand même beaucoup de journalistes qui aient pu filmer ici. Vincent Michel, l'archéologue, est l'un des rares à y avoir accès. Voilà la première, donc la demi-statue. La seconde, ce sont des biens qui ont été saisis et qui sont en cours d'instruction. Ces statues libyennes portent encore les scellés, car l'enquête est toujours en cours. Elles seront pourtant présentées au public cette année dans le musée du Louvre. On peut exposer des biens saisis en douane le temps de la recherche du légitime propriétaire. On va exposer, alors pas forcément les 4, mais au moins donc, les deux demi-statues qui conservent effectivement donc, les têtes. L'archéologue veut alerter les autorités et surtout sensibiliser l'opinion sur les antiquités de sang.
chacun, on a un rôle à jouer, comme simple connaisseur, comme simple curieux. Il peut y avoir des actes de terrorisme derrière tout ça. Donc il ne s'agit pas justement d'employer à tort et à travers cette notion d'antiquité de sang, mais tout de même, voilà, soyez vigilants. Combien de temps faudra-t-il attendre pour que les antiquités de sang soient bannies des expositions et des salles de vente ? La police de l'art enquête sur une dizaine d'affaires en cours. Elles mettront plusieurs années à aboutir.